Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Marek Kisilevich. Bonjour Marek. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très très bien, sous ce beau soleil. Sous ce magnifique soleil qui nous éblouit quelque peu. En effet, aujourd'hui, il faudra se protéger. Alors, tu fais partie du bureau Altiplan, on s'était déjà vu pour un hôtel. Oui, on avait visité l'hôtel Thon, rue de la Loi. Mais vous ne faites pas que des hôtels, parce que vous faites également des logements. Et c'est un projet de logement que nous allons visiter aujourd'hui à Neder-Overenbeek. Petite histoire sur ce projet. Oui, je vais d'abord te reprendre en parlant d'habitat, parce que pour nous c'est important d'habiter un appartement ou une maison, plutôt que de loger des gens dans un élément construit. Et donc on a pas mal de projets d'habitat social qu'on a réalisés ces dernières années en région bruxelloise, plus de 600 unités au total, donc c'est appréciable. Et ici, le projet que l'on va voir aujourd'hui, donc c'est un projet que nous avons gagné pour le CPS de la ville de Bruxelles. Ce sont 200 unités qu'il fallait implanter sur un terrain agricole, un des derniers terrains agricoles de la région. On est vraiment en limite de région. Derrière nous, c'est la frontière régionale avec la Flandre, en face de l'hôpital militaire, donc tout au nord de la ville, de la région. Le programme, c'était quoi? C'est quoi la volonté du CPS ou de la région d'installer des logements sociaux? Il en manque à Bruxelles. Il y a un manque énorme de logements de qualité pour toutes sortes de couches de la population, et le pouvoir public s'est engagé déjà depuis plusieurs années à répondre à sa part d'obligations en logement, en habitat public. Et donc la région a lancé son plan, 5000 unités à réaliser, et le CPS, lui, a lancé un plan de 1000 unités sur le territoire de la ville. C'est 5 plus 1000 5 plus 1000. D'accord. Oui. Et alors donc du coup, le CPS avait un terrain ici disponible. Il y a deux autres projets, un peu plus loin, et un projet de Pierre Blondel et un autre du bureau B612. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un quart des logements sociaux du CPS se concentrent ici. Un quart des nouvelles unités seront dans le nord de la ville, de la commune. Et donc ça pose toute une série de problèmes qui dépassent le simple travail de l'architecte en termes de mobilité, d'accès aux services, etc. Alors on va parler de ça tout à l'heure. On va un peu se promener pour aller voir ce que tu as donc imaginé. On a ici 200 logements qui vont quoi? Une chambre à 4 chambres, c'est ça, oui. Différentes donc unités. Un programme diversifié de 1 à 4 chambres. C'est toujours des appartements ou il y a des maisons ou des duplex? Alors pour résoudre la question des appartements pour grandes familles, donc les appartements 4 chambres, on est parti sur un concept de duplex. Donc ce sont des maisonnettes avec accès à rue. Donc on rentre chez soi depuis l'espace public. Et donc là, les chambres sont à l'étage de manière classique. La différence par rapport à une maison classique, c'est qu'on a positionné les appartements une chambre au-dessus de ces duplex, de manière à créer des entités. Vous avez surdimensionné la maison. Voilà, donner un certain gabarit à l'ensemble et une cohérence de volume, je dirais. Alors dans le gabarit, on avait un terrain qui était très très grand. Vous avez réparti ça sur quoi? Sur 4 unités de 50 logements? C'est cela, donc 200 unités, c'est beaucoup. En région bruxelloise, il y a quelques opérations de cette ampleur, mais donc il fallait trouver une manière de rendre l'espace habitable et que les futurs habitants puissent s'approprier leur chez soi à une échelle raisonnable. Et donc en divisant ça en 4 entités, on a donné à chaque entité sa personnalité et son identité aussi. Ça veut dire que chacun doit s'approprier son logement. On voit effectivement que les logements ne sont pas très hauts. On n'a pas non plus une barre comme on construisait dans les années 60 ou 80 même. On voit plutôt comme des petites entités comme ça qui se différencient avec différentes couleurs. On a du brun, de la brique brune, on a des aplats blancs, on a du matériau
plutôt grenat et une toiture plutôt gris clair. Pourquoi tout ce jeu de couleurs? Ça représente quelque chose? C'était pour dynamiser? C'était pourquoi? C'était dans le cadre d'une composition plastique où il fallait donner un certain rythme à la rue. On a quand même une très longue façade développée des 4 entités. Et donc, il fallait trouver un rythme et une personnalité à chaque unité, mais sans en multiplier les effets d'architecture. Donc, il y a une cohérence d'ensemble, il y a une grammaire, et puis elle est déclinée en phrases qui se différencient d'un ensemble à l'autre. On a dû aussi travailler avec un relief qui est relativement important entre les extrémités. Donc, ça nous a induit des niveaux différents pour chaque groupe. Et tout ça contribue à donner à chaque ensemble sa particularité et à permettre à chaque habitant de se dire « c'est chez moi et je ne suis pas dans un énorme ensemble de 200 appartements ». Oui. Tu as construit des rues donc, entre ces 4 ensembles, des rues que l'on voit ici, des rues perpendiculaires à la rue Bruyne. Ces rues, c'est pourquoi? C'est pour mieux orienter le logement en nord-sud, c'est pour construire plus de logements et pouvoir rabaisser la taille de l'habitat. Pourquoi avoir construit ces parallèles, ces perpendiculaires? C'est une conjugaison de plusieurs aspects. On voulait d'une part scinder les éléments entre eux, améliorer l'orientation, et donc il fallait travailler avec un maximum de façades perpendiculaires à la rue et créer un lien entre un parc qui va se créer derrière nos ensembles. Donc il y aura un nouveau parc régional qui va se réaliser là. Et donc il fallait une transition et donner un accès public à ce parc. Et donc entre chaque groupe, on a un passage public qui est carrossable. Et à l'intérieur de chaque groupe, qui a une forme de U, on a un jardin privé qui est partagé par les habitants. Ça participe à la transition entre son espace privé, la porte de son appartement, et l'espace public. On a une hiérarchie d'espaces qui peuvent être appropriés de différentes manières. Ça, c'est vraiment important dans nos conceptions. Juste en face, on a donc là où il n'y a que des appartements, mais on voit une certaine scénographie des bâtiments où ils sont chaque fois un peu en recul, comme ça. C'est pour quelle raison? Donc ces différents redans nous permettent de donner un rythme vertical à l'ensemble, qui identifie les entrées, puisqu'on a plusieurs entrées sur cette façade, qui identifie les appartements entre eux et qui contribue pour chaque habitant à s'identifier à son appartement dans l'ensemble. À l'opposition de la barre de logement dont nous parlions tout à l'heure. Et enfin, ce sont des bâtiments de basse énergie. Ça veut dire quoi, basse énergie? Vous y arrivez comment? Donc basse énergie, on n'est pas dans du passif, donc on a installé du chauffage, on a un certain nombre de techniques installées, mais on a un très bon niveau d'isolation, donc le chauffage sera limité au minimum. On a un préchauffage de l'eau sanitaire avec des panneaux solaires en toiture. On a une très bonne isolation, une très bonne étanchéité à l'air aussi, une ventilation double flux, des choses qui sont devenues plus classiques aujourd'hui. D'accord. Et une bonne isolation également Une excellente isolation thermique de l'ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a des façades plutôt légères, donc de l'enduit surisolant ou bien des plaques de fibres minérales posées sur structure avec une forte épaisseur d'isolation. Alors, on va terminer par... J'ai encore 2 questions à te poser. La première question, c'est, on voit derrière nous un bâtiment qui dépasse un peu plus que les autres. C'est pourquoi? C'est parce qu'il fallait arriver à caser 200 logements et dans ce que tu avais construit, tu n'y étais pas arrivé. C'est parce que le chemin est en pente et donc on pouvait construire un peu plus haut. Ou bien c'est parce que justement, comme on est à la frontière de la Flandre, on s'est dit on va faire quelque chose de plus haut pour leur montrer c'est ici que ça commence Bruxelles. Non, pas de message politique dans ce volume, mais malgré tout un clin d'œil à se dire c'est le dernier bâtiment de la région. Et c'est une des choses importantes dans les développements urbains aujourd'hui, c'est de définir des limites. Il y a un moment où les choses s'arrêtent, on passe à autre chose. Et donc terminer par un bâtiment élevé, c'était une manière de marquer, voilà, ici une chose s'arrête, c'est la région. Bon, c'est quelque chose de politique, mais c'était une manière de l'exprimer. Pour le reste, on aurait pu placer ces logements d'une autre manière, donc c'était pas le souci. C'était pas le souci. Alors on va rester dans la politique, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu idiot, je vais me permettre de le dire, c'est qu'on construit, toi, 200 logements, je l'ai dit, Pierre Blondel en construit d'autres là plus loin, B612 également, il n'y a aucun commerce pour des gens qui sont donc
pas très... qui ne sont pas très aisés, puisqu'on est pour des logements du CPS. Comment est-ce qu'ils font alors ? Eh bien, il faudra leur poser la question. C'est un des grands soucis, je pense, et les politiques y travaillent. Et toi, quand tu as développé ton projet, tu ne t'es pas dit aux politiques ou au CPS, excusez-moi, il faut faire des commerces ou des salles de sport, ou j'en sais rien, on est au milieu de nulle part ici. Oui, la ville ne nous a évidemment pas attendu pour se poser cette question. Ils avaient déjà lancé avant les concours des réflexions urbanistiques sur l'ensemble du nord de Neder-Werembeek pour voir quels étaient les manques et les attentes légitimes que des futurs habitants auraient en termes de mobilité, en termes de commerce. On est là un peu pris dans les limites juridiques d'un PRAS qui, sur le terrain où on a construit, ne nous permet pas de faire plus de 150 mètres carrés de commerce. Donc on va faire ce commerce, mais il faudra trouver des adaptations des règles pour en faire plus, parce que ce sera manifestement insuffisant. Alors heureusement, il y a un parc qui va être créé ici derrière. On espère qu'il y aura quand même un terrain de foot pour tous les jeunes du quartier. Sinon, ils pourront peut-être aller s'entraîner à la salle de sport de l'hôtel militaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, là, il y a certainement de très belles installations. Il y a un centre sportif un peu plus loin. Donc là, pour les vrais accros, il y a des choses possibles. Marek, je te remercie pour ces explications. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que nous n'aurions pas dit sur ces bâtiments et que tu voudrais absolument signaler ? Mais je pense qu'il faudra revenir quand le parc sera inauguré, parce que la configuration va complètement changer et la qualité du lieu en sera certainement accrue. Et puis on reviendra une deuxième fois pour l'inauguration de la salle publique et du petit commerce qu'on va réaliser sur la placette au cœur du projet. Donc 2 occasions de se retrouver ici. 2 occasions de se retrouver. Marek, je te remercie. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site internet d'Archi Urbain, www.archiurbain.be. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.